Bonjour à toutes et tous, je suis le docteur Emmanuel Ledoux, praticien hospitalier dans le service de médecine interne et d'immunologie clinique du CHU de Lille. Aujourd'hui, je vais vous partager les données les plus récentes sur la physiopathologie et la prise en charge des patients atteints de maladie de Gauss systémique, parfois appelée maligne. Cette présentation va venir compléter celle du professeur Hott sur les aspects cliniques. Avant de parler des données de physiopathologie, je souhaiterais qu'on prenne le temps de regarder quelques diapositives pour poser un peu le contexte. Il s'agit de l'histoire d'un homme de 37 ans qui n'a pas d'antécédent personnel particulier. Et vous pouvez déjà noter que 35-37 ans, c'est exactement l'âge médian à partir duquel on observe le premier signe de maladie de Gauss. Ce patient, il avait remarqué la survenue de 20, 30, 50, 100, 150 lésions cutanées très stéréotypées avec cet anneau télangiectasique et ce fond porcelaine qui avait amené au diagnostic d'une maladie de Gauss dite bénigne, uniquement cutanée, et qui avait été confortée par les données de la biopsie. C'est 18 mois après l'apparition de l'atteinte cutanée qu'il va présenter le premier signe systémique. Il va se plaindre d'un rétrécissement du champ visuel qui va être expliqué, et c'est ce qu'on voit sur le fond d'œil, à droite de la diapositive, par une ischémie rétinienne. Et si vous regardez au-dessus, on voit également une ischémie conjonctivale en regard de cette ischémie rétinienne. Il se plaignait également d'un ptosis et d'une diplopie, et qui trouvent leur explication dans une infiltration de la graisse rétro-orbitaire et une infiltration des muscles oculomoteurs. Cette IRM cérébrale, elle montrait également des accidents vasculaires punctiformes et des lésions de leptoméningite et de pachyméningite focale. En même temps, il présentait des douleurs abdominales qui s'étaient installées de manière insidieuse, associées à une perte de poids, qui vont amener à la réalisation d'une coloscopie, et dont vous pouvez voir l'un des clichés en haut à droite, et qui montre de multiples ulcérations le long du côlon et du rectum. Malheureusement, c'est quelques mois plus tard qu'il va présenter une péritonite sur de multiples microperforations. Et on peut voir sur cette image péropératoire également plusieurs localisations de maladie de Gauss. Alors, il n'y avait pas d'argument pour un chevauchement avec une maladie auto-immune, il n'y avait pas de facteur déclenchant infectieux identifié. Prenez juste note que de cette élévation importante de la signature interféron, plus de 100, ce qui est également beaucoup plus élevé que ce que l'on voit habituellement dans le lupus par exemple. À ce stade, si nous devrions rencontrer ce patient au moment de la péritonite, au service des urgences, quels seraient les traitements qu'il faudrait considérer? Avant de répondre à ça, il faut revenir aux données de physiopathologie de la maladie de Gauss. Lorsque l'on regarde la peau, lorsqu'on regarde les biopsies cérébrales, péricardiques, du tube digestif, on observe toujours que les lésions les plus récentes sont marquées par un infiltrat lymphocytaire autour des vaisseaux et des dépôts de mucine. Et puis, lorsqu'on regarde la lumière de ce vaisseau, on voit qu'il y a une microangiopathie thrombotique occlusive. Et ces lésions de l'endothélium, en réalité, elles sont drivées par des dépôts du C5b9 par le complément, c'est illustré dans l'image du haut, et également par l'interféron, illustré ici par le marquage de la protéine MXA qui est induite par l'interféron, c'est une protéine antivirale. Ces lésions, elles vont amener au détachement des cellules endothéliales et puis à l'exposition du facteur 5,4 du collagène, amenant en fait à l'activation de la cascade de coagulation et à la formation de cette microangiopathie thrombotique occlusive. Alors c'est intéressant de savoir que ces lésions, on va pouvoir les retrouver à la fois au niveau des vénules et des artérioles de petit calibre. On est sur des dizaines, centaines de micromètres. Lorsque l'on compare les nouvelles lésions aux lésions plus anciennes, on se rend compte que, avec le temps, on va avoir un effacement de la membrane basale et une disparition de l'endothélium et une disparition en réalité du vaisseau lié à une fibrose post-ischémique. L'autre information importante que l'on sait maintenant, c'est que la signature interféron de cette maladie est élevée dans la maladie de Gauss systémique.
Alors, dans les formes bénignes, on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas de données. Elle n'est pas systématiquement réalisée, d'ailleurs, elle est rarement réalisée dans les case reports jusqu'à date. Mais il y avait ce travail donc, de Cynthia Magro en 2011 qui avait décrit un peu le rôle du complément et de l'interféron chez 4 patients, et qui, chez un patient, pu mesurer cette signature interféron, et avec des taux qui étaient similaires à ce qui était observé chez les patients avec un lupus. Plus récemment, donc, on a rapporté une histoire avec une signature à plus de 100. Et puis, il y a un troisième papier qui rapporte l'histoire d'une jeune patiente, 9 ans, avec une maladie de Gauss d'expression cérébrale et cutanée, avec une signature initiale à 60. Alors, si on s'intéresse maintenant au rôle de cet infiltrat lymphocytaire autour périvasculaire, eh bien, il y a 2 travaux qui sont intéressants. Il y a ce premier travail qui abat sur des biopsies cutanées de patients atteints de maladies de Gauss systémique, essaie de caractériser cet infiltrat, et on sait que ce sont des lymphocytes T, CD3, CD8 et également CD4. Et lorsqu'on fait du comarquage CD3 et interféron bêta, eh bien, on observe que, il y a un comarquage de ces 2 populations, laissant suggérer qu'une partie de l'interféron de type 1 produit au niveau de ces biopsies pourrait venir de cet infiltrat lymphocytaire T. Le second travail, c'est cette communication orale partagée donc l'an dernier, et qui a réalisé du single cell sur des prélèvements sanguins et cutanés de patients atteints de maladie de Gauss systémique. Et il montre 3 choses. Il montre que les kératinocytes et les cellules endothéliales surexpriment des voies liées à l'interféron de type 1 et de type 2, et probablement drivées par les lymphocytes T CD8+. La seconde chose qu'il montre, c'est que ces lymphocytes T CD8+ dans la peau suractivent la voie JAK-STAT. Et enfin, que le séquençage du TCR de ces lymphocytes T montre une expansion oligoclonale. Donc ces données, elles ouvrent en réalité de nouvelles perspectives sur l'arsenal thérapeutique dans cette maladie. Alors, il y a des données sur des facteurs favorisant la maladie. Est-ce qu'il y a effectivement des cas d'histoire familiale? Il y a des cas où des triggers infectieux, notamment viraux, ont pu être identifiés. Et puis, il y a des patients avec une maladie de Gauss, notamment systémique, décrites au cours du lupus systémique, au cours des dermatomyosites, au cours de la sclérodermie systémique. Donc, la physiopathologie, finalement, ça pourrait être quelque chose comme ça, c'est-à-dire une interféronopathie chronique avec des niveaux importants d'interféron, qui va venir affecter les cellules circulantes et également les tissus, que cet interféron pourrait être produit en partie par des lymphocytes T que l'on retrouve autour des vaisseaux de nos patients. Cet interféron, il est capable de venir participer aux dommages observés sur les cellules endothéliales, sur la production de dépôts de mucine par les fibroblastes, par les cellules endothéliales. Mais également augmenter les taux des facteurs solubles du complément. Mais l'interféron à lui seul, il n'est pas capable d'activer le complément. Il y a besoin d'un second hit. Et ce second hit, c'est peut-être une infection virale, une prédisposition génétique ou de l'auto-immunité, qui permettra d'activer, de former le complexe d'attaque membranaire. Alors, ceci étant dit, maintenant, quels sont les médicaments que l'on peut considérer dans la prise en charge de ces patients? Alors, c'est une illustration tirée de la revue de Marie Robert et de Arnaud en 2023, qui reprend un peu les principaux acteurs dans la maladie. Ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que les données aujourd'hui de traitement dans la maladie de Gauss, elles sont empiriques. Et les traitements utilisés dépendaient des connaissances que l'on avait de la maladie à ce moment-là. Et donc, il n'y a pas d'essai thérapeutique, et donc c'est uniquement des traitements qui se font hors AMM. Donc on peut ainsi cibler comme potentiel les cellules T, la voie JAK-STAT, le complément, la voie de signalisation d'interféron, l'activation plaquettaire, les médiateurs impliqués dans la formation du thrombus. Ce qu'on sait, c'est que la maladie de Gauss systémique, elle a besoin d'une approche combinée. Il y a ce travail publié il y a quelques années qui reconnaît toutes les histoires de maladies de Gauss systémique, plus de 400 patients, et qui séparait les patients traités en monothérapie et thérapie combinée. On voit bien que quand on utilise uniquement de l'aspirine à faible dose, ça ne marche pas bien. Que la corticothérapie est inefficace, que l'éculizumab en monothérapie n'est pas efficace.
Il faut donc avoir une approche combinée. Alors combinée, est-ce que ça a longtemps été de l'aspirine et de l'éclusizumab? Il y a des données qui ont montré des résultats intéressants, notamment chez les patients avec des formes sévères, c'est-à-dire qui ont perforé. Mais en réalité, c'est des données qui sont pas toujours reproduites. Et on a des cas, et je vous ai repris ici les différents cas cliniques, les cas et case reports. Cette stratégie, elle ne permet pas de prévenir la rechute de l'atteinte digestive et elle semble inefficace sur les atteintes cérébrales, rétiniennes et cardiaques. Lorsque l'on regarde l'effet de l'éculizumab sur ces patients, on a un papier qui reprend des données avant et après éculizumab. C'est un patient qui a en réalité rechuté sous éculizumab. C'était 4 ou 5 mois plus tard. On voit que ici, donc c'est les données d'histologie issues du tube digestif, qu'après l'éculizumab, plusieurs mois d'éculizumab, on a une disparition des signes peut-être inflammatoires autour de la thrombus, mais autour de la microangiopathie thrombotique, mais une microangiopathie qui reste quand même séquelaire. Et quand on regarde le C5b9, on a effectivement une clairance qui est lente, mais qui est bien présente. Lorsqu'on regarde la peau du même patient, on voit qu'il n'y a aucun effet sur cette microangiopathie occlusive et qu'il n'y a également aucun effet en bas, c'est MXA, sur l'expression de MXA et sur les dépôts de mucine. Alors, longtemps a été donc le problème devant cet état de fait, c'est comment prévenir les rechutes, comment traiter les formes non digestives. Et donc, la prostacycline a été positionnée finalement avec peu de preuves, mais parfois des réponses intéressantes. Tout ça, c'était avant le développement des stratégies qui vont pouvoir être capables de cibler l'interféron. Il y a deux publications. La première, c'est un travail, l'histoire de cette jeune patiente de 9 ans avec une maladie de Gauss touchant le système nerveux central et la peau, qui avait eu traité par baricitinib avec une réponse positive mais modérée et qu'ils ont associé l'anifrolumab, ce qui a permis une franche amélioration des symptômes neurologiques. Et puis, il y a ce cas clinique dont on a parlé en tout début de présentation et qui était une forme donc sévère, digestive, rétinienne, cérébrale, et dont on a réussi à obtenir une réponse sous une thérapie combinée avec l'anifrolumab forte dose, le ruxolitinib, l'aspirine et l'éculizumab. Vous avez essayé de donner le patient avant traitement, à 4 mois de traitement, et puis à 9 mois de traitement après la remise en continuité. Donc, en pratique, qu'est-ce qu'il faut retenir? On a une situation numéro 1 qui est celle de la maladie de Gauss uniquement limitée à la peau. Il faut se rappeler que le délai moyen d'évolution vers une forme systémique, c'est moins d'1 an. Mais c'est une médiane, le délai médian, pardon, c'est moins d'1 an, mais c'est une médiane parce qu'on a des patients où l'évolution va se faire jusqu'à 20 ans après l'atteinte cutanée. La situation numéro 2, c'est celle d'une forme qu'on suivait uniquement limitée à la peau, puis qui va développer des douleurs abdominales. On sait que tous les cas de perforation au cours de la maladie de Gauss systémique étaient précédés de symptômes spécifiques, douleurs abdominales, perte de poids inexpliquée, vomissements. Et donc, dans une telle situation, il faut explorer les patients. Les explorer, c'est probablement morphologiquement, avec un scanner, mais l'examen qui reste quand même l'examen de choix, c'est la laparoscopie. Et si on observe des lésions préperforantes, une localisation digestive, il faut traiter ces patients. Et puis, il y a le cas où le patient arrive avec un abdomen chirurgical. Il faut donc évidemment l'explorer chirurgicalement pour réparer les perforations et considérer un traitement immédiatement. Ce traitement immédiat, en France, ça pourrait être une combinaison anifrolumab forte dose, JAK inhibiteur, éculizumab et aspirine faible dose. Tout en gardant à l'esprit qu'il va falloir réduire cette immunosuppression et dès que possible, probablement grâce au monitoring de la signature interféron. Dans notre cas, on avait pu l'arrêter 4 ou 5 mois après le début de la péritonite. La dernière situation, c'est celle d'une maladie de Gauss dans laquelle il n'y a pas d'atteinte digestive sévère, mais une atteinte du cerveau, de la rétine ou cardiaque. Et dans cette situation, les données de la littérature montrent que l'éculizumab n'est pas efficace, ni pour traiter, ni pour prévenir la rechute. Et qu'il faut donc considérer des stratégies combinées, ciblant l'interféron, notamment la combinaison de JAK inhibiteur et anifrolumab. Sachez maintenant que depuis quelques jours a ouvert le premier essai thérapeutique
une phase 2 dans la maladie de Gauss pour traiter l'atteinte cérébrale. Cette thérapeutique est ouverte donc uniquement au NIH. Alors, pour finir, 2 diapositives. La première, c'est pour rappeler que finalement, la maladie de Gauss, c'est une maladie où il y a peu de certitudes, mais il existe des réseaux, FIMARA, des FAI2R, mais également la De Gauss Disease Foundation aux États-Unis, qui propose des réunions en distanciel tous les 3-4 mois pour partager notre expérience de la maladie et également finalement les possibilités thérapeutiques en fonction des molécules auxquelles on peut avoir accès. Enfin, et pour conclure, c'est une invitation à participer au premier workshop sur la maladie de Gauss. Ce sera un workshop international en distanciel qui va réunir des experts internationaux, à la fois américains de la fondation de la maladie de Gauss, mais également allemands. Donc j'espère qu'on pourra s'y retrouver. Merci.